utilisé. Cela ne présente aucun doute pour personne. Mais justement, estime-toi donc bien heureux, mon cher, que l'éducation de ton fils soit parachevée à si bon compte, et que ces inévitables fredaines te reviennent à si bon marché. Eh bien, non, monsieur Magimier père Magimier junior ne voyait pas les choses de la sorte, et, loin de savoir gré à madame Bombardier des précieuses leçons qu'elle avait si généreusement pris à cœur de donner à Félicien, il était outré, exaspéré contre elle. Du moment que les deux sexes sont égaux ou équivalents, il faut que la loi soit la même pour l'un que pour l'autre. Il faut, comme je le lisais un jour dans un article de la fameuse féministe Elvire Potarlot, châtier aussi bien les douairières qui débauchent les petits pages, que les barbons suborneurs de tendrons et croqueurs de poulettes, aussi bien, comme elle disait, les vieilles cochonnes que les vieux cochons. Ou alors ne venez pas me parler d'égalité. Votre égalité ne serait plus que de la frime, puisque nous aurions deux poids, l'un pour les messieurs, l'autre pour les dames et deux mesures, l'une pour celle-ci, l'autre pour ceux-là. Or, le Code pénal, articles 354 à 357, ne fait aucune mention des garçons, des mâles, en parlant des enlèvements de mineurs, c'est uniquement des filles qu'il s'occupe, des filles au-dessous de 16 ans accomplies spécialement. Ah! Il est temps de réviser tout cela, de faire régner l'égalité et l'équité sur terre, la véritable égalité, l'exacte et scrupuleuse justice, telle que la réclame, avec la vaillante Elvire, mon illustre frère et tous les esprits d'élite de notre siècle. Sans attendre l'avènement de ce règne, ce qui aurait pu le mener coucher loin, Magimier junior se lança à la poursuite de son fils et de la conquête ou conquérante celui. Il avait appris que cette antique Dulcinée s'était, en quittant Paris, dirigée sur Gênes, c'est là qu'il se rendit aussitôt et commença ses recherches. Mais, mal aiguillé, il tomba sur une fausse piste, qui l'entraîna à Florence, puis à Rome, ensuite à Naples et à Sorrente, où il constata qu'il s'était absolument fourvoyé et qu'il lui fallait regagner son point de départ et reprendre sur nouveaux frais toute l'opération. Le hasard vint à son aide. Les vieilles pigeonnes sont exigeantes, et notre jeunet tourtereau, à force de roucouler sous les capiteux ombrages de Nervy, avait peu à peu senti une sorte de pesanteur et de torpeur l'envahir. Son appétit, au lieu de s'accroître, allait en diminuant, sa tête, par instants, lui semblait vide, comme si sa cervelle se fût liquéfiée et volatilisée, d'abondantes et débilitantes transpirations lui survenaient chaque nuit. Un beau soir, sur les bords de cette mer enchanteresse, après un roucoulement longtemps prolongé, le tourtereau fut soudain frappé de mutisme et tomba en syncope. C'était l'anémie cérébrale qui continuait son œuvre, la paralysie qui se déclarait. Trop de roucoulement, trop de bonheur pour un homme seul et pour un simple petit pigeonneau. Un médecin de Gênes, mandé d'urgence, venait d'ordonner le transfert immédiat de Félicien dans une maison de santé de cette ville, quand monsieur Magimier père eut vent de la nouvelle et accourut pour reconnaître son fils, quasi méconnaissable et en si piteux état. 3 semaines plus tard, madame Magimier étant venue rejoindre son mari, tous deux profitèrent d'une amélioration dans la santé du malade, pour le ramener en France, sous le toit familial. Et, chemin faisant, monsieur Magimier père songeait, tout de même, cette femme, cette dame Bombardier, cette vieille et abominable goule, est-ce que la loi ne devrait pas l'atteindre? N'y est-il pas là bien autre chose qu'un détournement de mineurs? Une Anglaise, à qui l'on pince le coude en wagon,
ou pour un baiser déposé sur le lobe de son oreille, se fait adjuger judiciairement je ne sais combien de livres sterling d'indemnité, et moi, si j'osais réclamer les moindres dommages-intérêts à cette sénile bagasse qui a détraqué et aux 3/4 tué mon enfant, on se gausserait de moi. Ah! Il n'y a pas de justice, vraiment pas d'égalité ici-bas. Jalouse sans doute des prouesses de sa consurée rivale Spartaka Angélique pour les collégiens Nina Magloire, cette autre insigne doyenne des émancipées et initiatrices, redoublait d'ardeur et accumulait exploit sur exploit. Volontiers elle s'écriait, avec la toujours galante Angélique, il n'y a pas de vieille femme. Restons jolies, mesdames. Restons jolies. Avec elle, elle était convaincue, comme elle le disait un jour en propres termes, que « le devoir des femmes est d'être bonne et encourageante pour le jeune homme que son inexpérience tient, devant elle, timide et gauche, de susciter, avant l'heure, chez l'innocent, l'étincelle magique. » Mais, pour cela, s'empressait-elle d'ajouter, il faut avoir du cœur, beaucoup de cœur. Et elle en avait presque autant que de tempérament. Cette abondance de sentiments et cette extrême richesse de sang continuaient, par malheur, à lui valoir quantité de mésaventures. D'abord, des déménagements très fréquents, les voisins n'appréciaient nullement, selon son importance et à son juste taux, cet enseignement anticipé donné à leur tendre progéniture, parfois même l'éducatrice, outre les bordées d'injures auxquelles elle avait droit, empochait de vigoureuses gourmades et sérieux orions. C'est ainsi qu'une mère, dont elle avait trop fréquemment attiré chez elle le fils aîné, un adolescent de 15 ans, et qui s'était aperçu du manège, prit fort mal la chose et distribua à Madame Magloire une telle volée de coups de manche à balai qu'elle lui cassa le bras. Il y avait ensuite les mauvaises rencontres, les filouteries et vols à redouter, ces gentils et faibles, que l'insatiable Nina introduisait si aisément chez elle, étaient loin d'être pour la plupart la fleur des pois de la jeunesse française. Au lieu de payer la leçon ce qu'on ne leur demandait pas, loin de là ils pouvaient avoir la fantaisie de se la faire payer, et à un prix absolument exagéré, et de force, avec menaces et violences, s'il était nécessaire. Toute faute, imprudence, défaillance ou sottise, reçoit peu ou prou et tôt ou tard son guerdon ici-bas, Nina Magloire l'avait déjà plus d'une fois constaté. Ainsi un soir de mai, un beau soir plein d'étoiles et de molles et tièdes brises, qu'elle avait pris place sur l'impériale presque vide d'un tramway, à côté du plus prévenant et charmant Jouvenceau, elle ne tarda pas à remarquer aux surprises. Au bonheur, que ce galant page la serrait de près, que ses doigts même osaient frôler sa taille. Elle, aussitôt, de lui décocher, avec une fulgurante hyade, un sourire empli de gratitude et d'encouragement. Le damoiseau, qui n'avait pas besoin de tant d'instances ni de commentaires, et avait sûrement déjà accompli ses caravanes et gagné ses éperons, de se rapprocher davantage, de se blottir tout contre cette avenante voisine, si mûre et si maigre qu'elle fût, et de glisser de plus en plus sa main indiscrète. « Finissez. On pourrait vous voir, murmura Nina, toute frémissante. Pas ici, si nous descendions. Oui, point. Mais, arrivée sur le trottoir, et le tramway reparti, elle s'aperçut aux surprises. Aux douleurs, que l'entreprenant chevalier s'était éclipsé, l'avait odieusement lâché. Qu'est-ce à dire? Vite, elle tâta sa poche, plus de porte-monnaie. Plus de montre non plus. Oh! Si encore ce petit misérable avait daigné faire avec elle plus ample connaissance. Mais non, pas même cette fiche de consolation.
Il avait eu hâte de la quitter, d'aller sans doute narrer cette aubaine, avec force gorge chaude, à quelque drôlesse de son âge, et manger cet argent en sa compagnie. Et 3 mois plus tard, un matin, Nina Magloire était trouvée morte, étranglée au pied de son lit, dans le minuscule appartement qu'elle occupait alors rue de Penthièvre, au fond d'une cour. L'armoire à glace, la commode et les placards avaient été vidés, leur contenu étalé sur le plancher, tous les meubles fouillés ou brisés, dans les 3 exiguës et sombres pièces régnait le plus grand désordre. L'enquête, dès ses débuts, révéla que la veille, à la tombée de la nuit, Madame Magloire avait reçu la visite d'un petit jeune homme imberbe, à chapeau melon, par-dessus noisettes et pantalon collant, un de ses petits protégés et son hôte assidu. À peine était-il entré qu'un second petit jeune homme, également sans barbe, à chapeau melon aussi, à accroche-cœur et veston étriqué et élimé, marquant mal, était venu sonner à la porte et avait été introduit. C'était eux sûrement qui avaient fait le coup, de ce côté qu'il fallait chercher. Et on chercha, on les découvrit bientôt, et leurs aveux confirmèrent l'exactitude de ses soupçons. C'est à peu près à cette même époque qu'Elvire Potarlot, la plus convaincue, la plus franche et la plus remuante des revendicatrices féminines, disparut aussi de ce monde. Pauvre Elvire! Avec sa manie d'égalité ou d'équipoléance absolue des deux sexes et son inflexible logique, elle était arrivée à patauger de plus en pleines incohérences, drôleries et cocasseries. Plus que jamais, par exemple, elle demandait qu'on transformât toute la langue française pour mettre la syntaxe d'accord avec la justice et le bon sens. De quel droit le masculin l'emporte-t-il toujours sur le féminin? Et le masculin quel qu'il soit. Des animaux, des plantes, des objets quelconques, des êtres abjects s'imposent leur genre à la femme, aux femmes, si nombreuses, si pures, si intelligentes et si éminentes qu'elles soient. Et elle reprenait son exemple, les plus illustres dames et les plus vilains caniches de la ville se sont rencontrés sur cette place. Rencontrés au masculin pluriel, parce que caniche est du masculin et au pluriel. Vous ne trouvez pas cette règle idiote, humiliante, outrageante, scandaleuse, révoltante? Ce sont les hommes qui l'ont imaginée et promulguée, cette règle, qui l'ont imposée, comme ils en ont confectionné et imposé tant d'autres, toutes aussi despotiques et ineptes, comme ils ont fabriqué et cuisiné les codes, inventé et tripatouillé les religions, tout créé, arrangé et faussé ici-bas à leur mode et convenance, pour eux et contre nous. Pourquoi donc, voyons, pourquoi ne pas toujours employer le féminin, lorsqu'on parle d'une femme? Pourquoi ne pas oser dire, une auteuse, une chroniqueuse, une contrôleuse, une censeuse, une sapeuse et une amatrice, une administratrice, une rhétrice, une agricultrice, une médecine, une assassine, une soldate, une pompière, une agente, une témoin, une écrivain, etc., etc. C'est évident. Ce serait à la fois plus clair, plus rationnel et plus équitable, il n'y a pas à nier, voyons. Ces sempiternels et stupides masculins étaient bons pour le temps où les femmes n'étaient ni chroniqueurs, ni contrôleurs, ni censeurs, sapeurs, administrateurs, rhéteurs, médecins, soldats, pompiers, agents de police ou de voirie, etc., et se contentaient sottement d'être des ménagères et des mères, mais à présent que nous avons changé tout cela. Aussi Elvire, apôtre, apôtresse ou apostoline du progrès, championne de la civilisation, n'hésitait pas, elle, et, selon son joli mot, féminiser le dictionnaire, en attendant qu'elle pût féminiser le code.
comprend-on que la femme, en se mariant, perde son nom pour prendre celui de son époux. Pourquoi ne serait-ce pas plutôt celui-ci qui troquerait le sien contre le nom de sa femme? Voyons, pourquoi. Et les enfants, n'est-ce pas plutôt le nom de leur mère qu'ils devraient porter? Le père n'est-il pas toujours et de plus en plus putatif? Elvire alléguait encore, et non sans succès, qu'il n'y avait aucune raison pour que la femme s'habillât autrement que l'homme, qu'elle laissât croître ses cheveux, lorsque l'homme les coupe, qu'elle portât des bracelets et des boucles d'oreilles, quand l'homme s'en passe. La voilà, écrivait-elle avec enthousiasme dans l'Émancipation, la voilà la cause de l'infériorité physique de la femme. À l'instar de la force de Samson, elle gît dans vos cheveux, citoyennes, cette infériorité, elle gît pareillement dans vos jupes à traînes, dans ces inutiles brimborions, vestiges de liens et d'entraves, emblèmes de l'antique servitude, que vous attachez à vos poignets ou passez à votre cou. Comment voulez-vous lutter victorieusement contre l'homme, si vous vous alourdissez et vous fatiguez le crâne par cet anormal, exorbitant et disgracieux fardeau, si vous vous empêtrez les jambes dans les malsains et dangereux replis d'une interminable jupe? La loi qui vous interdit le costume masculin, si commode. Les hommes. Tout pour eux, il faudra bien l'abroger, cette loi, lorsque, toutes, vous vous déciderez à l'enfreindre. Osez donc. Calculez que de temps perdu à peigner, onduler et calamistrer cette chevelure, à ajuster et draper cette robe, à vous attifer, vous maquiller, pomponner et peinturlurer. Les voilà, les vraies et seules causes de votre infériorité, citoyenne. Ne les cherchez pas ailleurs, elles sont là, et viennent de vous. Encore une fois, plus de chignons, plus de jupons. Inox igno vinces. Et, donnant l'exemple, conformant sa conduite à ses principes et exhortations, elle s'était courageusement fait tailler les cheveux à la Malcontent, et ne sortait plus qu'en culottes bouffonnes et costumes complets de bicycliste. Chère et excellente Elvire. Bien mieux, elle adressa une pétition à la Chambre, et signala à l'attention de nos législateurs ces trois nouvelles importantes sources de revenus: impôt sur la coiffure des femmes, impôt sur les jupes dites à balayeuses, impôt sur les diamants et bijoux. Avec son illustre prédécesseuse, Génie d'Héricourt, l'amusante historienne de la femme affranchie, Elvire prétendait de plus belle que « le concours de l'homme ne sera pas toujours nécessaire pour l'œuvre de la reproduction » et que « la science humaine parviendra à délivrer la femme de cette sujétion insupportable ». Il est vrai qu'à l'époque où cette réconfortante espérance était ainsi proclamée, M. Brunetière n'avait pas encore découvert la faillite de la science. À présent, hélas, la sujétion insupportable a des chances de durer, de grandes chances. Faisant encore chorus avec un autre adepte, superlativement doué d'imagination, Elvire Potarlot attribuait, à un coup de poing donné par l'homme sur le ventre de la femme, l'origine des menstrues. C'est l'homme encore ici qui est le coupable et le criminel. Toujours et partout nous le retrouvons, ce monstre. Oui, c'est à lui, à sa brutalité, à sa sauvagerie, que nous devons ce déplorable tribut. Mais nous ne le paierons pas toujours. Non seulement l'heure de la ménopause sonnera et nous en dispensera, mais la science est là, messieurs, et monsieur Jules Bois et moi, nous vous l'annonçons, un jour luira où, pour quelques femmes tout au moins, pour une élite intellectuelle, disparaîtra ce mal sanglant, sans que pour cela les fonctions de la maternité, tout à fait indépendantes de la menstruation, soient atteintes.
Mais qui déterminera cette élite? Quels seront au juste ces privilégiés? Pourquoi quelques-unes et non pas toutes? Toujours des inégalités et des injustices alors? Allez-vous encore vous récrier? Pendant que la nature y était, il ne lui en aurait cependant pas coûté davantage. C'est là, messieurs, ce que la science nous apprendra, ce qu'elle se réserve d'établir et de nous démontrer. Point. Pauvre science! Que serait-ce, que ne te ferait-on pas dire, si tu n'avais pas fait faillite? Mais le rêve obstiné d'Elvire, son idée prédominante, persistante et obsédante, c'était que l'homme pût devenir enceinte, pardon. Ici, c'est cet odieux masculin qui est obligatoire, put devenir enceint à son tour, qu'il put, comme la femme, connaître les tribulations de la grossesse, les griefs douleurs et mortels risques de la parturition, les angariantes servitudes de l'allaitement. Voilà où il fallait tendre, voilà le grand but à atteindre. Car, tant qu'on n'en sera pas là, tant qu'on n'aura pas retrouvé et reconstitué l'androgyne de Platon, ces androgynes, n'est tout parfait. D'un pur limon pétri des mains divines, également des deux sexes pourvus, se suffisant par leur propre vertu, il n'y aura rien de fait, toujours, sur les deux sexes séparés, pèsera une abominable iniquité, une implacable et désespérante inéquivalence. Mais comment établir cet équilibre, réaliser ce sublime rêve? Encore un miracle nécessairement réservé à la science, qui a bon dos, malgré sa faillite, et autorise toutes les coquecigrues possibles et imaginables. En dépit de sa passion égalitaire, Elvire Potterlot penchait par instants vers les doctrines professées par certaines agitées américaines. Toujours on les retrouve, celles-là, sur le chemin de l'originalité et de la drôlerie, et estimait que l'homme est en tout point l'inférieur de la femme, et que le prototype de la force, l'Hercule mythique, a appartenu au sexe faible. Hercule était une fille et devrait s'appeler Hercules. Ressassant d'autres vieilles bouffonneries empruntées aux coryphées et pionnières du féminisme, elle écrivait sans rire que « le divin créateur a bien prouvé la supériorité de la femme en terminant et couronnant son œuvre par la création de notre mère Ève. Pour faire Adam, il prit de la boue, de la simple boue, notez bien cela, et voilà votre Père à tous, messieurs. Mais, pour la femme, il jugea que la boue était trop indigne, il prit une matière qui déjà avait été purifiée par son souffle divin, une côte d'Adam, et il forma Ève. L'histoire nous dit, Ève a pris l'initiative du mal et a causé sa perte et celle de son époux. Soit. Mais si, dans cette occasion, Ève n'a effectivement pas fait preuve d'esprit et d'obéissance, elle a au moins prouvé qu'elle avait la haine de la routine, la passion du nouveau et du progrès, l'imagination, l'ardeur et la bravoure nécessaires pour aller de l'avant, toujours de l'avant. Go ahead. Go ahead. Hélas, malgré tant d'éloges décernés à son sexe, et une telle prédominance, Elvire était plus que jamais courbée sous le joug et la férule d'un abject mâle, du pseudo-statuaire, maître fainéant et maître ruffien Émilien Belle-Rose. Plus que jamais elle avait à essuyer les ovnis et brutalités de ce drôle, à endosser ses orions, de véritables déluges de coups de canne ou de cravache, disait-on, qui lui tombaient quotidiennement sur le casaquin et la laissaient étendue comme morte sur le plancher. Et elle aime ça, vous savez, elle raffole de ça. Allait répétant partout la vaporeuse Bombardier, l'impeccable Loqueroy et l'ineffable Cherpillon, toutes ces soifs sûres d'armes et délicieux amis. Il lui faut chaque soir sa ration d'étrivières et de bastonnades, son vigoureux petit picotin.
Elles ne dormiraient pas sans cela point. Elles assuraient même, les braves compagnes et candides âmes, qu'à certains moments psychologiques, au lieu de soupirer, tu m'aimes, dis. Tu m'aimes, mon chéri. Elvire ne manquait jamais de s'exclamer, oh! Tu me battras, hein, trésor. Tu me battras bien. À me briser, mon ange. À me tuer, n'est-ce pas, à me tuer. Hélas! Ce fut bien, en effet, ce sacripant qui lui porta le coup de la mort, mais pas tout à fait comme elle l'entendait, ou plutôt comme s'amusait à le lui faire dire ses charitables rivales et affectionnées consuresses. Un automne, qu'il avait été invité par un camarade de cercle à venir chasser dans un coin des plus boisés et des plus sauvages de la Dordogne, Émilien rencontra là-bas une veuve encore fraîche et suffisamment accortée, qui laissait mollir ses charmes et moisir ses écus, faute d'occasion. Voilà mon blot, pensa l'élégiaque personnage, dès qu'il apprit que la fortune de ladite veuve s'élevait, nette de toute hypothèque et redevance, à 1700 000 francs. Justement il avait fini de croquer les dernières bribes du patrimoine d'Elvire, il en était réduit à la faire travailler, trimer le plus possible, et à chercher à tirer parti de ce labeur, de tout ce qui coulait de cette intarissable plume. Démarche difficile et bien souvent infructueuse, ardue, décourageante et énervante besogne, qui le dépitait, l'exaspérait très souvent et lui faisait plus que jamais aux ivresses, lever sa canne et taper dru, foyer à tour de bras et à planter sa reine nourricière. Il n'avait plus qu'ennui, tracasseries et misère à attendre d'elle. C'était le moment ou jamais de lui tirer sa révérence ou de filer à l'anglaise. La partie de chasse, qui devait durer 8 jours, se prolongea durant 6 semaines, et comme Elvire commençait à trouver le temps démesurément long et à s'étonner et s'alarmer, elle découvrit le pot aux roses. La très consolable petite veuve, perdue dans sa Thébaïde, n'avait pu rester insensible aux langoureux soupirs, aux effets de torse, roulades et scies d'atelier de ce pitoyable cabot. Elle s'était toquée de ce bellâtre, qui lui apparaissait avec tout le prestige de la capitale et de l'art qu'elle art, mais seigneur, et elle avait déposé à ses pieds sa tendresse et ses titres de rente. Le jour même où elle apprit le mariage de son misérable amant, Elvire Potarlot mettait en vente son fameux livre Ève triomphante, où elle démontre si bien par A plus B l'absolue précellence de la femme sur l'homme en beauté et en bonté d'abord et incontestablement, puis en esprit, en intelligence et en science, en morale aussi et en conduite, en santé également, en vigueur, force, souplesse, taille, solidité, élasticité, etc., et elle venait de toucher ses droits d'auteur, 600 francs, sur le premier tirage de ce volume. Immédiatement elle les expédia à Émilien, ce fut sa seule vengeance. Puis elle rentra chez elle, déboucha un flacon de cyanure de potassium, et adieu la vie. Adieu toutes les trahisons et toutes les lâchetés. Assez de larmes, assez de tortures, de désespoirs et de dégoûts, elle le vida d'un trait, et sans à la goûter sous terre ce qu'elle n'avait jamais pu rencontrer et ce qui n'existe pas dessus, l'unique et véritable égalité. 16 Séverin Vessière gisait sur un fauteuil, dans sa chambre à coucher, le regard tourné vers la fenêtre, et obstinément, lugubrement fixé au loin, perdu dans le bleu du ciel. Un mal horrible était venu le frapper, une dégoûtante plaie, un lupus ulcéreux, lui rongeait la lèvre supérieure, l'aile droite du nez et la moitié de la joue. Pour tout son entourage, pour tout le monde,
principalement pour ses chers confrères et joyeux associés de la secte salomonienne, il était devenu un objet de répulsion. Plus de visites, depuis 3 semaines, à part le docteur qui le soignait et était un de ses anciens condisciples de l'école normale, transfuge de l'université, aucun ami n'avait franchi sa porte. Le dernier qui eût pénétré chez lui, Roger de Nentel, s'en était allé avec l'intime et formelle résolution de ne plus remettre les pieds chez ce pauvre bougre. C'est vraiment trop répugnant. Quelle sale machine! Plus moyen de le voir. Et puis ça peut s'attraper. Brun. Je vais de ce pas en parler à mon médecin. Si c'était contagieux. Eh bien merci. Me voilà propre. Si, cependant, quelqu'un lui était resté, à défaut de gai camarades, une amie continuait à venir le voir, une amie dont la première visite datait seulement du jour où il avait dû demeurer confiné chez lui, le visage en partie recouvert de pansements et de cames précises. Et la fréquence et la durée de ces visites avaient toujours été en augmentant. À l'heure actuelle, Katia Mordas ne quittait plus le domicile de Séverin, elle s'efforçait de le distraire, s'évertuait et s'ingéniait à le rassurer, à le consoler et le réconforter, tâche pénible, ardue entre toutes, et que, semblable au labeur de Sisyphe, il fallait continuellement recommencer. Désemparé, affalé, désespéré, Séverin ne songeait plus qu'au suicide, l'unique et éternel remède et, sans Katia, sans cette vigilante et infatigable gardienne, il aurait déjà, d'une façon ou d'une autre, supprimé le mal en supprimant le malade. Et quelle était la cause de cette effroyable affection? Comment cet ulcère rongeur, ce lupus excédent iuti exdent, qui avait débuté par de simples boutons, quelques tubercules durs et violacés, avait-il pu se produire? Mystère. Il n'y a pas la trace d'atavisme, disait Séverin à son ex-condisciple, le docteur Chézurier. Je n'avais pas cela dans le sang, j'en suis convaincu. Ni mon père, ni ma mère, ni mes grands-parents, personne que je sache, dans ma famille, absolument personne, n'a été atteint d'une infirmité de cette espèce. C'est pire que n'importe quoi, pire que toute souffrance, toute torture, pire 1000 fois que la mort. Je suis comme un pestiféré, chacun se détourne de moi avec effroi, tout le monde me fuit, je me fais horreur à moi-même. Ah! Maudit soit! Et il retombait dans sa torpeur, s'y enfonçait de plus en plus, se laissait de plus en plus envahir et accabler par ses idées noires, ses funèbres et odieuses réflexions. Mais si, vous guérirez. Mais si, lui répliquait Katia. Vous vous exagérez votre état, et ne le voyez nullement comme il est. Oh! Que si, hélas! Pas du tout, mon ami, je vous assure. Vous allez bien mieux que la semaine passée, et, lorsque vous aurez séjourné un mois ou 2 au bord de la mer, comme le médecin vous l'ordonne, je ne veux pas partir. Si. Je veux mourir ici, chez moi. Parce que vous avez un bobo sur la joue, vous vous imaginez que tout est fini, que votre dernière heure a sonné. Un peu de raison, Séverin. Un peu de courage. Elle en avait, elle, du courage, elle en avait, de la résistance, de l'énergie et de la vaillance. Pas une seconde, elle ne s'était demandé s'il n'y avait pas danger pour elle d'approcher un tel malade, si ça s'attrapait. Cette égoïste et lâche question si humaine pourtant, ne lui était pas venue à l'esprit, il y avait près d'elle une souffrance à alléger,
un malheureux à secourir et à consoler, et elle était accourue. Sa place était là, son instinct de femme, plus encore que le profond mais très platonique et très pur attachement qui l'unissait à Séverin, l'en avertissait et la conduisait. Nous partirons ce soir même, continuait-elle en manuvérant les tiroirs de la commode, pour en extraire les piles de chemises, de chaussettes et de mouchoirs qu'elle avait dessein de ranger ensuite dans la malle. Ne différons pas. Nous voici au mois de mai, nous avons un temps superbe, et j'ai promis ce matin au docteur Chésurier, à quoi bon? C'est encore ici que je serai le plus tranquille. Soupira Séverin en promenant autour de lui, sur sa longue table de travail et ses rangées de livres, un regard navré. Il faut quitter Paris, et le plus tôt sera le mieux, ne cesse de répéter le docteur. Lui-même s'est occupé de vous louer un chalet à Arcachon, sur la lisière de la forêt de pins et à proximité de la mer, c'est-à-dire qu'il a hâte d'être débarrassé de moi. Il ne tient pas à ce que je crève sous ses ordres. Séverin. Comment pouvez-vous concevoir de telles vilaines pensées? Monsieur Chésurier vient chaque jour vous voir, il vous témoigne la plus affectueuse sollicitude, il affirme qu'un changement d'air, un séjour prolongé dans le voisinage de l'océan, vous sera des plus salutaires et vous rétablira promptement, il n'y a que vous, Katia, vous seule. Si je me rétablis jamais, ce sont vos soins. Si je ne suis pas abandonnée, c'est à vous que je le dois. Et je ne peux même plus baiser vos chères petites mains, que j'aimais tant. Si je guéris, je resterai défiguré, hideux, abject, comme un monstre. Vous broyez du noir à plaisir. C'est fou. Cette plaie se fermera et disparaîtra. Vous n'êtes pas du tout hideux, pas du tout repoussant. Prenez mes mains, tenez, les voilà. Elles sont à vous. Non. Non. Et cette même femme qui, jusqu'alors, toujours tenue par ses scrupules de dignité et de fierté, par son excessif respect d'elle-même, n'avait jamais manqué de dérober ses mains aux caresses et aux baisers de leur enthousiaste admirateur, elle les lui abandonnait pleinement à présent, les lui portait d'elle-même aux lèvres à ses lèvres rongées, tuméfiées, saignantes et sagneuses, horribles. Telles, ces religieuses embrasées de l'amour divin, ces saintes et étonnantes hystériques, qu'aucune immondice ne rebute, qui se complaisent à surmonter tous les dégoûts. Le soir même où Séverin Vessière, accompagné de l'ardente nihiliste, devenue sûre de charité laïque, et non moins passionnée et exaltée dans cet apostolat que dans le précédent, prenait le train pour Arcachon. Le dîner mensuel des Salomoniens on était justement au premier mardi de mai avait lieu dans la salle attitrée du restaurant Margerie. Tous étaient là, tous les survivants et les restants. Sambligny, qui remplissait encore, après Nentel, les fonctions de secrétaire recruteur, n'avait jamais eu si belle mine que depuis son veuvage, et n'avait jamais si chaleureusement recommandé le célibat à son personnel administratif. Clome habita, il habite le ciel, le célibataire, croyait en toujours la science étymologique, et restait plus que jamais convaincu, mes amis, que les meilleurs mariages sont ceux qui ne se font pas. Vous n'avez aucun, absolument aucun intérêt à vous marier, même à vous marier avec une femme très riche. Si elle vous apporte 30 000 livres de rente, elle se croira obligée d'en dépenser 40 000, et vous y serez encore de votre poche. Si elle n'a pas le sou, il y a de très grandes probabilités pour qu'elle ait été élevée en millionnaire comme on élève à peu près toutes les jeunes filles d'à présent. Elle saura parler chinois et résoudre une équation du second degré,
cultivera le pastel et la musique, mais ne sera pas capable de faire cuire une côtelette, pas même d'allumer le feu. Elle croirait déroger d'ailleurs, si elle essayait de s'initier à ces viles besognes, si elle touchait au charbon, lavait sa vaisselle ou descendait sa boîte à ordures. Fi donc. Il lui faudra une bonne, sinon deux, et qui les paiera, ces intruses indispensables. Ce sera vous. Madame voudra avoir son salon, son piano, son jour de réception, ses 5 o'clock et autres balançoires, elle devra rendre ses visites et ses dîners, et qui soldera ses frais de toilette, d'apparat et de voiture. Ce sera monsieur, toujours vous, mes petits amis. C'est toujours vous qui serez les dupes du marché et les dindons de la farce. Gardez donc précieusement, envers et contre tout, impitoyablement et férocement, ce premier de vos biens, l'indépendance. Vous pouvez, comme dans la chanson, parcourir le monde et courtiser tout à votre aise la brune et la blonde, vous ne rapporterez jamais chez vous plus de 2 oreilles. Il n'y a rien de meilleur ici-bas que l'amour, mais croyez en la sagesse de Salomon, aussi bien que celle du XVIIIe siècle, l'amour charnel, l'amour sensuel, l'amour varié, l'amour amusant, et non celui qui vous rend sombre, inquiet, exclusif, jaloux et méchant, qui vous torture, vous exaspère, vous affole. La bonne déesse, c'est la Vénus physique, la Vénus Colliade, si chère aux anciens, la Vénus Hétéra, Pandmos ou Vulgivaga, la Vénus Méretrix, toujours victrix, perpétuellement victorieuse, triomphante et toute puissante, en dépit de tous les repoussoirs, de toutes les politiciennes, viragos, émancipées et toquées. C'est celle-là, cette grande Astarté, cette irrésistible Aphrodite, qu'il faut honorer et pratiquer, mes amis, et non l'autre, et non perdre votre temps à flirter, implorer, soupirer, baguenauder et vous morfondre. Laissez cela aux imbéciles. Dites-vous bien qu'il n'y a rien de plus agréable, de plus commode et de plus économique que les prêtresses attitrées de l'incomparable divinité, rien de plus gênant, collant, fastidieux et dispendieux que les tendresses non tarifées et prétendues gratuites. N'appréciez jamais les femmes qu'au point de vue plastique, c'est le seul intéressant, le seul intelligent et affriolant, et sachez toujours prendre ces dames avec plaisir et les quitter sans regret. Tels sont, chers amis, les principes et règles de vie que l'expérience des siècles et la sapience humaine m'ont légués et vous dictent par ma bouche. Conservez-les dans vos cœurs, méditez-les pieusement, afin de les appliquer sans relâche, jusqu'au jour où il plaira au divin Maître de vous rappeler à lui et de vous convier à jouir, avec les anges, de l'éternelle félicité. Ainsi soit-il. Malgré les vides dus à la mort ou à la maladie, le banquet salomonien avait gardé sa pleine liberté d'allure, sa rondeur et son entrain. On n'avait pas encore remplacé les manquants, et on hésitait à le faire, rien ne pressait. Ce sacré Magimier! Exclama soudain Adrien de Chantol. Allez s'amourachère de cette citoyenne de la rue de Maubeuge, cette Madame Clara, sèche comme une morue et plate comme une limande, lui qui exécrait les femmes maigres. Qui nous disait si bien, vous vous le rappelez. Repartit Hector Jouruy, que l'embonpoint est le propre de la femme, que la vocation de la femme est d'être grasse, c'est vrai. Pas bête. Il avait raison. Et qu'il n'y a rien de plus disgracieux qu'une poitrine féminine sans relief accentué, sinon un abdomen masculin ultra bombé. Magimier disait cela, oui,
répliqua Ravida, mais il ne dédaignait pas non plus de temps à autre, durant l'été notamment, la sveltesse des formes. Il était avant tout éclectique, partisan de la nouveauté et de la variété, rectifia l'ingénieur Lespard. Comme nous tous, s'écrièrent à la fois le maître des requêtes d'Amblincourt et le négociant Xavier Ferrero. Changement d'herbage réjoui, c'était Magimier qui classait les femmes en deux catégories, interrompit Roger de Nentel, femmes d'été et femmes d'hiver. Non, il était plus gourmand, il voulait trois catégories, riposta le président Herbeville, femmes grasses et dodues pour l'hiver, diaphanes et zéphiriennes pour l'été, et intermédiaires, entrelardées, pour l'automne et le printemps. C'est cela? Je me souviens, dit Jorouy. Il s'y entendait, le vieux cerf. C'est son collègue Briseau qui se contentait de 2 échantillons, ce pauvre Briseau. Encore un qui a drôlement fini. À qui l'est la faute? Objecta Chantol. Si Briseau, tout comme Magimier, était demeuré fidèle à notre programme, avait respecté nos traditions, si l'un ne s'était pas monté le bourrichon au point de convoler en juste noces avec un de nos numéros, l'idiot. Si l'autre, au lieu de braconner sur le terrain défendu et de mettre à mal une brave fille, s'en était tenu, selon notre règle, aux professionnels, à la liste de nos clientes, liste si variée, si nombreuse et si intelligemment composée, si parfaitement suffisante, en somme, tous deux seraient encore là, messieurs. Conclut Adrien de Chantol. Eh oui. Effectivement. C'est donc de leur faute, et Vessière. Lança Ravida. Ah. Vessière. Sans doute, c'est autre chose, repartit Chantol. En résumé, sur 13 que nous étions à l'origine, il y a 7 ans, ça ne fait que 3 qui manquent, et sur ces 3, observa Sambligny, 2 ont sombré par leur faute. Absolument. N'oublions pas cela. Poursuivit Chantol. Donc, messieurs, tout en déplorant la disparition de nos confrères et associés, en formant les vux les plus ardents pour la guérison de ce pauvre Vessière, si abominablement frappé, je doute que, s'il se rétablit, assura l'ingénieur Rouillé, il n'en demeurera pas moins tout défiguré, monstrueux. C'est forcé. Il n'osera plus se montrer. Eh bien, messieurs, 3 disparus sur 13, il ne faut pas nous plaindre. Conclut de nouveau Chantol. Nous sommes encore des privilégiés. Évidemment. C'est que nous sommes dans le vrai, proclama Sambligny. Et, comme un bruit de voix s'élevait dans la salle contiguë, je vous ai averti en arrivant, continua-t-il, que nous avions encore là, ce soir, un festin d'Amazone. Ces dames de l'émancipation et de l'infécondité célèbrent je ne sais quel glorieux événement, l'inauguration d'une vaste école d'allaitement pour hommes, les nourrices mâles, insinua Ravida. Ou quelque chose d'analogue, poursuivit Sambligny. Mais elles ont beau s'agiter, beau piailler et glousser, les chères poulettes, tu n'échapperas point au verdict du Très-Haut, tu seras éternellement sous la puissance de l'homme, proféra Roger de Nentel. Et c'est en vain que tu te démènes et te rebiffes, infortuné côte d'Adam, repartit Jorouy, tu n'as réussi qu'à provoquer la faillite du mariage et le krach de l'amour, qu'à stimuler et encourager la polygamie, développer et multiplier la prostitution, elle est immortelle, la prostitution, heureusement. Exclama Chantol. C'est notre revanche, notre compensation, ce qui nous console des insexuées, des vésuviennes et doctoreuses. Bravo.
crièrent Lespard et Courcelles d'Amblincourt. Entre les femmes publiques qui font des phrases et haranguent les foules, et celles qui font l'amour et rien autre chose, qui donc hésiterait, reprit Chantol. D'autant plus, ajouta Jouruy, que celles qui font l'amour sont généralement plus jeunes, plus avenantes, attrayantes, pardi. Oui, mais c'est grâce aux autres, ne l'oublions pas, dit Chantol, c'est grâce aux agités et aux révoltés, aux déclassés qui en dérivent, que nous recrutons si facilement et si amplement nos clientes. Ne soyons pas ingrats, messieurs, buvons à l'émancipation féminine. À l'émancipation des femmes. À la suppression du mariage. Vive le célibat. À l'amour libre. À l'amour libre. En cet instant, on heurta quelques légers coups à la cloison voisine. Vous êtes donc des nôtres, demanda une voix grêle et glapissante, celle d'Ernestine Mongobert, l'avocate des causes grasses, conseil et lumière des gitons assassins. Certainement. Mais oui. Répondirent en chœur les disciples de Salomon. Si nous fraternisions. Proposa une autre voix cristalline, celle de Renée Descartes, SIU Adélaïde Tabourin, fervente patronne de l'avortement légal. Fraternisons. Mais oui, messieurs. Cria une troisième voix, également de Fosset, celle d'Estelle de Bâle. Très volontiers, mesdames. Si vous le permettez, ajouta Sambligny, nous allons avoir l'honneur de nous rendre auprès de vous. Inutile. Pas de galanterie. Protesta aussitôt une quatrième voix, non moins aiguë et perçante, celle de dame Stéphanie Lauquerroy, dite Saint-Germain, successeur ou successeuse d'Elvire Potarlot, comme rédactrice en chef de l'Émancipation. Oh non. Pas de galanterie. Pas de galanterie. Lancèrent toutes ensemble avec indignation ces gentilles crécelles et mélodieuses petites flûtes. Ce serait inconvenant, messieurs. Ajouta maître ou maîtresse Mongobert. C'est nous qui vous avons dérangé, c'est à nous à aller trinquer avec vous. Fin Émile Collin, Imprimerie de Lagny, S&M. Du même auteur Institution de Demoiselles, un volume in 18. 3 fr 50 Institution de Demoiselles, par Albert Sige, est l'étude très dramatique et très scrupuleusement vraie d'un de ces grands pensionnats, de genre, où l'aristocratie, la haute finance et la haute cocoterie mêlent leurs filles, et où la dévotion, l'argot boulevardier, le piano, le cabotinage et le libertinage sont enseignés de front. La Nation. Institution de Demoiselles, par Albert Sige, est un roman-étude, très juste d'observation et qui doit être lu par tous ceux, qui se séparent de leurs filles pour les confier aux institutions. Philippe Gilles, Le Figaro. Institution de Demoiselles est un livre gros de révélations et qui est observé de très près. Incontestablement l'institution que M. Albert Sige nous décrit existe ou a existé. Après avoir dépeint, sans omettre aucune crudité de détail, l'éducation qu'on reçoit chez Madame d'Ambréville, M. Albert Sige nous montre dans chacune des élèves les fruits de cette éducation. Il surveille l'état de perversion où la plupart des jeunes filles arrivent précocement, et révèle un à un les scandales qui ont précédé et suivent la sortie du pensionnat. Paul Perret, La liberté. Dans son institution de demoiselles, M. Albert Sige a groupé fort habilement des turpitudes qui sont dans la réalité plus clairsemées. Mais il est exact que l'on trouve à Paris des pensionnats,
où, avec les dehors de la tenue la plus sévère, les choses se passent à peu près comme monsieur si je les a contées. Hugues Leroux, Gil Blas. L'auteur d'Institution de Demoiselles a voulu montrer qu'à cette heure, l'éducation des jeunes filles, dans la plupart des institutions particulières, suit une voie des plus fausses et ne rend que des produits avariés. Charles Canivet, Le Soleil. Institution de Demoiselles, Muresse parisienne, affirme le sous-titre. S'il dit vrai, c'est à faire frémir, plus encore que la pension dépeinte par Daudet, ou la folle Ida de Barancy mit son petit Jack. Et pourtant, si chargées qu'en soient les couleurs, elles finissent, à les mieux regarder, par devenir vraisemblables. Oui, certaines maisons d'éducation pour les jeunes filles doivent, en effet, être organisées ainsi. Et tel de nous, en recueillant ses souvenirs, peut se rappeler, aux environs de Paris, des établissements ressemblant à celui-là. Alfred Gessier, Le National. Du même auteur Demoiselle à marier, un volume in 18. 3 fr 50 Demoiselle à marier, le nouveau livre de Monsieur Albert Sige, est à la fois un roman et une protestation contre cet abus de l'instruction et cette diplomanie qui jette chaque année dans la circulation des milliers de jeunes filles dépourvues de dot, sans ressources et dégoûtées d'avance du mariage, de la famille et de toute œuvre manuelle. Fatalement vouées pour la plupart au célibat, ces belles dédaigneuses sont destinées à faire la joie des célibataires. Philippe Gille, Le Figaro. Le nouveau volume d'Albert Sige, Demoiselle à marier, a pour héroïne les jeunes filles pauvres, mais diplômées, qui cherchent un gagne-pain dans les administrations publiques. Les déboires et les misères de ces exploités, aussi bien que leurs défauts et leurs terres, forment les plus émouvants épisodes de ce livre. La République française. Monsieur Albert Sige nous montre qu'apprendre ainsi les métiers des hommes, les femmes perdent au hasard de la joie d'être épouses et mères. Francisque Sarcey, Les Annales politiques et littéraires. Demoiselle à marier est un récit vivement mené, écrit sans autre prétention que celle d'être vivant et vrai, plein de caractères très divers bien observés et dessinés nettement, avec ça et là des épisodes comiques où se repose l'esprit navré de tant de misère et de vilainie, et, traversant le fond du tableau, quelques silhouettes de gens honnêtes, simples, indulgents, heureux dans leur modeste état. Puisse ce bon livre contribuer à réapprendre à notre génération ce que le monde entier avait toujours su jusqu'ici, qu'il n'y a pour la femme d'autre éducation que celle qui assure le développement de sa nature physiologique et morale en la préparant à remplir dignement son rôle de mère de famille et de reine du foyer. B. H. Gosseron, Revue encyclopédique Larousse. Monsieur Albert Sige a peut-être bien créé un genre dans le roman, un genre, non pourtant, une spécialité. Il publie des études documentaires, très observées, très poussées, comme on dit, sur les jeunes filles et sur les professions libérales. Il montre le péril que fait courir à des milliers d'adolescentes l'extrême civilisation dont bénéficient et souffrent à la fois les grandes villes. Il nous dit les douleurs morales, les angoisses, les déceptions, les infortunes qui attendent postulantes et impétrantes. Il nous fait pénétrer dans le monde où sévit l'examinomanie, la rage des diplômes. Il nous apitoie sur les victimes d'un mal qui, de jour en jour, va grandissant. En des livres cruels, au fond simplement vrais, il nous introduit, tantôt dans une institution de demoiselles, qui nous livre ses tristes et troublants secrets, tantôt au pays des bas bleus, qui, au regard, découvre les misères dont il est empli. Aujourd'hui,
il nous fait entrer dans l'enfer des grandes administrations qui emploient comme commises de pauvres jeunes filles ultra brevetées. A. La terrible satire de nos muresses que ce livre, Demoiselles à marier. Il n'est certes pas pour les demoiselles, mais pour les mères qui devraient le méditer, pour les pères qui devraient y puiser un enseignement. Édouard Petit, L'Écho de la semaine. En vente à la même librairie volume Zine 18 Jésus à 3 fr 50 Bois, J. Lève Nouvelle. Un volume. Colombier, Marie, Mémoire. Fin d'Empire un volume. Fin de siècle un volume. Fin de tout un volume. Janine Confidence de femme sur le mariage, l'amour, le monde et la vie un volume. Joseph Renaud, J. La faillite du mariage et l'union future un volume. Le cinématographe du mariage un volume. L'anneau, P2, Les exotiques. Roman un volume. Du cœur au sens un volume. Riche, Daniel, féconde un volume. Stérile un volume. L'agonie d'une jeunesse un volume. Le charme d'amour, ouvrage couronné, un volume. Trouble d'âme. Roman un volume. Les ressources secrètes un volume. Jules Michelet L'amour la femme un volume Inuit cavalier sur papier de luxe. Prix, 7 fr 50 Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris. Footnote, un excédent des naissances sur les décès en Allemagne, en 1894, 696,874, en 1895, 725,790, en 1896, 815,783, etc. Revue scientifique, 29 janvier 1898, p. 155. L'excédent des naissances sur les décès en France n'a été en 1896 que de 30,000, encore le moment approche-t-il où ce sera une décroissance qu'on aura à enregistrer, au lieu d'une augmentation. Émile Levasseur, La natalité en France. Revue scientifique, 23 janvier 1897, p. 105. 2. Les Français perdent tous les jours une bataille, disait le maréchal de Moltke. Il faut dire, tous les jours, et non pas, tous les ans, comme on le fait souvent. L'Allemagne gagne chaque jour 1,600 habitants de plus que la France. Il faut qu'une bataille soit importante pour se solder par une inégalité de 1,600 têtes entre les deux belligérants. Jacques Bertillon, de la dépopulation de la France, Revue scientifique, 8 avril 1899, page 421. 3 textuels. Voir les journaux de septembre 1890, notamment le National du 14 septembre 1890. 4 Madame Jenny P. Déricourt, La femme affranchie, tome 2, p. 105. 5 Jules Bois, Lève Nouvelle, pp 19, 357 et 358. 6 textuels. Voir les journaux de novembre 1891, et notamment la Gazette anecdotique du 30 novembre 1891. 7 Madame Jenny P. Déricourt. La femme affranchie, t. I, pp 8 et 9. 8 Discours prononcés par Mademoiselle Louise Michel à la salle Lévy le 27 août 1882. 9 Voir les journaux de novembre 1891, et notamment la Gazette anecdotique du 30 novembre 1891.
10 Paul Adam, L'époque, les cœurs utiles, p. 248. 11 Maurice Talmer, Revue hebdomadaire, 19 décembre 1896. 12 L'Écho de Paris, 17 novembre 1893. 13 Lettres de Monsieur Jules Bois, citées par Monsieur J. Joseph Renaud, La faillite du mariage et l'union future, p. 154. 14 J. Joseph Renaud, Loxy, p. 195. 15 J. Joseph Renaud, Loxy, p. 194. 16 Lettres de Madame Jane de la Vaudère, citées par Monsieur J. Joseph Renaud, Loxy, p. 71. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book émancipé astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement,
You may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset force in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
You will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that,
you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Bu et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3.
you agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location we have not received.